Bonjour et bon retour sur le chemin de la saga de Bock dont nous suivons depuis quelques épisodes le fil conducteur qui se déroule, s'étale à travers les temps. Nous avons côtoyé l'humanité du temps où elle vivait dans le jardin d'Ouden et l'avons laissée divisée, séparée par le premier Ragnarök et la modification fondamentale de l'équilibre de l'univers. Une partie de la population mondiale disparaît. Une autre partie du peuple Van survit désormais dans un climat chaud, tropical et équatorial, avec déserts, savanes, forêts et jungles. Ils sont organisés tout autour de planètes en 10 royaumes, en 10 familles distinctes, avec chacune sa langue propre, ses caractéristiques génétiques renforcées dans le temps. Ils s'expriment par leur art et leur artisanat, issus de leurs usages et coutumes. Ils sont avant tout païens et perpétuent leurs rites, se conformant au système transmis par les anciens dans le respect des 8 pouvoirs. Pour les Vanir, les souvenirs de l'époque du paradis sont ouatés dans les limbes du temps. Au fond de leur mémoire, il y a les Aser, à Hel, au pôle Nord, loin dans la glace à présent, perdus de vue et dont il ne reste que des histoires, des contes, des légendes. Cet autre morceau de l'humanité qui a survécu, les Aser, eux, isolés dans Oudenma, ont aussi développé des caractéristiques particulières à leur milieu et à ce nouveau climat arctique, lumineux en été, sombre et gelé 4 mois de l'année. Pour exister, ils ont créé Eng-ri Kultur, et la langue qui va avec, Eng-lis, l'anglais. Elle est construite à partir des 2 seules langues de Paradis-et, le Root et le Van, conservées presque intactes jusqu'à aujourd'hui. Les Aser ont vécu dans la glace fort longtemps. Ils la voient fondre petit à petit. Ils savent que 3 Ragnarök doivent avoir lieu dans leur histoire. Le premier est déjà passé et le second arrive. À l'aide de boules de cristal, d'astrologie, de numérologie et autres talents divinatoires, ils peuvent en voir la proche échéance. Oudenma et le reste de la Scandinavie vont être polis par la débâcle de ces montagnes de glace. Alors, Raphaël, Sarah, Balder, Svan, Ers, Mai, les enfants et leur tour, quittent donc Oudenma pour aller s'abriter sur l'île de Bockland, Gotland aujourd'hui, avec plantes et animaux. Là, ils s'installent dans les grottes de Lumelunda et organisent leur quotidien afin de passer au mieux ce 2e cataclysme. Le second Ragnarök. Au moment où Raphaël, Sarah et leurs enfants s'installent à Bockland, le 2e Ragnarök commence. C'était il y a 10 007 ans auparavant. L'ouverture apparaît dans le nord, cassure, césure dans la glace entre la mer et les montagnes, et c'est la débâcle. Toute cette masse glisse, s'éboule, avalanche roulant avec elle d'énormes rocs, détruisant Oudenma et les Asar restés à l'intérieur, au passage, et emportant les pierres, appelées stone, jusqu'en Estonie, de l'autre côté du golfe de Finlande où se trouvent les restes d'Atlantis à présent. La Finlande et la Suède sont complètement nettoyées, socle granitique apparent, archipel de rocs polis. Mais entre les deux se trouve le golfe de Bosnie, créant une protection naturelle pour l'île de Bockland. Falaise de craie,
les blocs de glace flottent gentiment autour sans l'endommager. C'est le seul endroit où ils pouvaient survivre à cet événement, assis dans leur grotte avec plantes et animaux. Ainsi débute le troisième âge, subdivisé en plusieurs temps. La première époque, après Atlantis, est une culture basée sur le système Soleil, Lune, Étoile et Pêche. La famille reste sur Bokland, sépare à nouveau la Lune, Ra, et le Soleil, Bok, recréant le système de 7 filles et 12 garçons, Rabi, Nar, Dissa et Sienare. Cette période, appelée Rike, qui est l'île, Rike le royaume ou l'empire, dure 1 millénaire, au cours duquel il repeuple la région de Vaner, lance l'agriculture se déplaçant à Öland, une île située entre Bokland et la Suède. Commence une période appelée Engrike, Eng qui signifie les prés, les prairies verdoyantes, basée sur une agriculture, où ils font croître la végétation et multiplient les animaux domestiques au fur et à mesure qu'ils s'étendent dans ce coin. Jusqu'au jour où Bok décide qu'il est temps de rentrer à Hel, 1000 ans après le second Ragnarök. 3 ans auparavant, un groupe est allé constater les dégâts et commencer la reconstruction du château le plus vieux de la planète, Raasepuri Castello à Tunastan. La glace s'est retirée des terres et maintenant coulent les rivières créant fleuves et lacs, voies d'expansion pour les humains. Ô Rike commence, ô rivière, cours d'eau. Dès que Pirouette a réorganisé le système de 12 fils, Ra, Bok et les 10 antres, durant la période Rike et à partir de Bokland, les Aser reprennent contact avec leurs cousins tropicaux. Les 10 frères entre Ra et Bok, les Tentin Tio, sont envoyés chacun vers un des rois, descendants directs de Bok, d'avant le premier Ragnarök. Chacun des 10 frères apporte avec lui des histoires futures, vision des Aser pour chacun des royaumes. Pirouette a aussi une histoire concernant l'ensemble de l'humanité, vision appelée Christ Iina, disant que par la reprise du contact avec Père et l'échange avec Bok via les 10 frères de l'information de Ra, de Di, l'espèce humaine atteindra un niveau d'évolution tel que cette organisation en classe ne sera plus nécessaire. Les humains seront complets et toute femme pourra faire des enfants parfaits avec n'importe quel homme. Cette situation doit être atteinte 10 000 ans exactement après le second Ragnarök, soit en 1984. Et seul le Bok vivant à cette époque aura le droit, le devoir et la joie d'annoncer cette bonne nouvelle au peuple. L'ère liberté est arrivée, l'espèce humaine a fini son évolution. Visiblement, ça a complètement foiré. Ainsi, les nouveaux Aser, géants blonds, aux yeux clairs, à la peau blanche, renouent le lien avec leurs relatifs du type originel basané, cheveux noirs, yeux sombres. Ils échangent informations, dits et cadeaux, organisent les routes pour le transport des marchandises, biens et autres présents offerts par les 10 royaumes aux Aser, à Pirouette, au roi des rois, Ra, et au père des pères, qu'ils n'ont pas vus depuis une éternité. De Kina, la Chine, les produits suivent la route de la soie jusqu'à la mer Caspienne, Casper. De Hindistan, royaume de Narkasul, toutes sortes d'épices et autres sont rassemblées à Vijayanagar, Hampi, amenées par éléphant jusqu'à Jaipur, Agra, Delhi, à Fort-Rouge. Et de là, tous ces produits sont transportés par Caravan à la mer Casper. De même, de Méditerranée sont ramenés présents et marques de respect par la mer Noire et le système fluvial. Tout est mis sur des bateaux particuliers permettant de franchir les rapides, bateaux appelés Lux or Bota, et par les fleuves et les rivières, par le Dniepr, Dnieper et la Volga, remonte au lac Ladoga aujourd'hui, appelé Dal ou Ga en ce temps-là, et de là tous ces dons du peuple Van empruntent la rivière Neva, Vaneo, jusqu'au golfe de Finlande, Vananasviken, Hel, puis descendent sud-ouest pour atteindre enfin Bokland d'où ils sont distribués dans toute l'Europe.
À chaque nouvelle génération, les 10 frères font le voyage vers les 10 royaumes pour saluer le nouveau roi, le baptiser, et dans leur fonction de lien entre tropique et arctique, portent le titre de messager, en langue route appelé Bud. Ils sont Aser, représentés par le son A, ils sont donc Bud-A, Bouddha. Il y a eu donc non pas un, mais une énorme quantité, génération après génération, de Bud-A. Venant de Oudenma, homme du cercle de Pirouet, représentant Ouden, représentant Ou, Han, Ou, Man. Lui, l'homme de Ouden, Hanuman, amène ceux des éléments développés dans Atlantis, profitables aux peuples tropicaux, apporte connaissances, informations nouvelles et histoires futures. Hanuman a différents noms dans chacun des royaumes en fonction de la langue. Donc, 9007 ans auparavant, les Asers rentrent au foyer Hel. Au même moment, 2 des fils Benjamin de Bok, hors des 12 premiers. Ces 2 Benjamins appelés Sven et l'autre appelé Dan sautent hors du cercle de famille, sortent du système. Sven part avec un groupe vers le nord-ouest jusqu'au lac Mälaren, installe son centre à Uppsala d'où il crée sa branche Lingaet, Lingafon, Lingam, qui vient d'une baie appelée Lingon aussi, et dont le symbole est la rose rouge. Il peuple le pays appelé alors Svealand, Sverrike, contrée de granit poli où le développement de l'agriculture est difficile. Alors Lingaet s'étale, prenant la direction du nord et crée Norway, semant forêt sur le chemin, puis Island. Assez rapidement, il saute dans l'île au large de la Norvège et découvre un pays de prairies verdoyantes, dégagé des glaces depuis bien longtemps, couvert de terre et non de granit poli comme en Scandinavie. Il s'installe au début dans la partie nord de ce pays, et ici Eng-Rike est à son zénith. L'agriculture est organisée, le langage construit dans ce but, Englis, est utilisé, développé dans les champs et les prés Eng, de cette lande appelée England. Aujourd'hui, l'Angleterre, où il existe des traces d'agriculture remontant à plus de 8000 ans, 3000 ans avant les grandes cultures d'Égypte, Mésopotamie, Sumer, la vallée de l'Indus et la Chine. Dan et Danskarar. La troupe de Dan s'installe en Yule-land. Yule signifiant la roue de la vie ici, Jutland, et sur la terre appelée Mark de Dan, Danemark, et crée la branche Paul-et qui vient de Puolukka, qui est le nom van de Lingon, représentant la rose blanche, et qui se répand petit à petit dans l'Europe, poussant le bétail et l'agriculture devant eux, de Pologne à la Hollande, de Saxland en Suisse, et de France, un groupe dit anglo-saxon franchit la Manche et s'installe dans le sud de l'Angleterre. Ainsi, la rose blanche et la rose rouge se retrouvent dans cette île, et lorsque plus tard dans l'histoire ils se rencontrent, commence la guerre des 2 roses pour décider qui est à présent le vrai roi d'Angleterre. Sven et Dan ont créé 2 autres races arctiques. Sur le même principe que les rois tropicaux, ils ont établi leur lignée et sont devenus les rois, the king, arctiques, blancs, vite, les Vikings, dont le premier fils est le prince héritier et devient le roi lorsque son père meurt, et ainsi recrée la famille d'où le premier fils devient le dauphin, etc., etc., etc. Ils n'utilisent hors de l'Angleterre que la langue route, parlée dans toute la partie concernée de l'Europe centrale et de l'Ouest. Dan et Sven utilisent pour leur système d'information la mythologie de Väinämöinen, mais légèrement tronquée et transformée basée sur 4 pouvoirs seulement. Ils ne peuvent pas utiliser les 8 pouvoirs car Hel est en Finlande, Bok y est retourné et automatiquement I a suivi. Ils prennent Ouden, l'anneau, soleil qui devient symbole du roi, mais non Ra qui lui est rentré avec Bok.
Ils peuvent prendre Thor, l'ami intime, le cœur, et ils gardent aussi Frey et Freya. Dans leur mythologie, le reproducteur Bok est conservé uniquement sous la figure de Balder. Il y a donc à présent 3 peuples de race blanche, 3 lignées royales, d'où sont issus tous les rois arctiques d'Europe et de Russie par la suite. À l'est est établi l'ordre original. Piruet et Ruset dans Uudenma reconstruisent Helstan et Tunastan, où se dresse à nouveau Raasepuri. Ils rouvrent le temple de Lemminkainen à Gumbu, bien protégé durant le dernier millénaire. Le système se déploie, Aser dans Vinland et Vaner dans Rusland, le pays de la rose, créé par Ruset, non plus sur toute la planète, mais uniquement dans cette partie totalement inhabitée. Les peuples tropicaux ne se déplacent pas au-dessus de cette frontière naturelle allant des Pyrénées, Alpes, mer Noire, mer Caspienne jusqu'au nord-est de la Chine. Il n'y a rien ni personne au nord de cette ligne, seulement une végétation arctique rase. La végétation tropicale ne monte pas et les gens restent là où ils vivent depuis la nuit des temps. Venant de Vinland, Jarl, Karl et Trail se déploient donc sur toute cette région de la rivière Tornio, la rivière de Tourni, frontière entre Piruet et Lingaet au nord-ouest, jusqu'au détroit de Bering suivant la ligne tropique arctique de Chine aux Alpes nord, où se trouve la frontière entre Polet et Piruet quelque part en Europe centrale du côté de la Hongrie. À l'intérieur de ces limites, les gens replantent les forêts et parlent la langue vanne conservée dans Atlantis et réutilisée avec la recréation du peuple van. En fait, en Rusland, la langue parlée est le finnois jusqu'en l'an 987 de l'ère chrétienne. Et pour quelques milliers d'années, la ballade des peuples se récite ainsi de génération en génération, enrichie par des événements qui créent le cours de l'histoire. Et de changements en mouvement, de situations en séparation, de crises d'ego en désinformation, de cassures en transformation, l'aventure de l'humanité ressemble de plus en plus à une régression des qualités de l'espèce. À nouveau, par souci de brièveté, il ne sera indiqué de ces 9 derniers millénaires que les points forts de la saga, chacun d'eux pouvant être développé plus longuement par la discussion. Actuellement, il n'y a qu'une petite partie de la saga connue. La narration est donc obligatoirement entachée d'erreurs, ce qui est très bien, car cela permet correction lorsque vient compréhension par nouvelles informations. La conversation nécessite l'écoute, son après son, qui passe par le filtre de la logique. La lecture se fait par blocs directement imprimés dans le cerveau, court-circuitant ce filtre, brouillant le raisonnement, induisant confusion. Les écrits sont dangereux, comme le dit cette histoire jamais écrite, d'un peuple qui ne divulguait pas l'Alfarnasbeten autrement que par les sons de la langue parlée exclusivement. Le premier des événements a déjà été relaté. 9010 ans auparavant est posée la première pierre du château de Raasepuri à Tuna, dans Hel. 3 ans plus tard, les Aser retournent à Uudenma recréer le système Piruet et Ruset à l'intérieur, Vaner à l'extérieur, mais à présent humains de type arctique. Au même moment, Sven et Dan, les 2 fils, se font la paire. Ils créent leur propre lignée. Il existe à présent 13 races, 13 royaumes sur la Terre, 10 tropicaux, 3 arctiques. Sven et Dan sont les premiers à transformer l'information à dessein. Ils ont coupé le pont avec Piruet et n'ont de contact avec aucun Hanuman, aucun Bouddha. Désormais existent des générations de personnes sans lien familial. À présent commencent des générations. Plus tard dans l'histoire, inspirée par l'exemple de Sven et Dan, 2 autres rois décident de créer aussi leur propre système à eux. Rasul déploie son information, toujours fondée sur Jupiter Bocchus, autour de la Méditerranée de l'Ouest. Sultan organise à présent sa propre mythologie encore basée sur Zeus Pan, et il contrôle le pays allant de la Grèce au Moyen-Orient, délaissant la partie sud. Dès qu'il quitte le système, il cesse aussi de recevoir tout Hanuman, délaissant le système d'appréciation, de reconnaissance, Yehovah devient interdit. Il y a environ 5000 ans,
Pour compenser le trou créé dans le sud, Pirouette envoie un de ses fils, hors du cercle des 12, apporter information et réunir le peuple éparpillé de ce désert d'organisation qui est petit à petit devenu l'Égypte. Il amène avec lui les animaux domestiques développés dans Atlantis, jamais vus sous les tropiques. Il apporte des savoirs et des graines, particulièrement celles de cette plante appelée le lin. Assez rapidement, il change l'information, crée son propre système où il devient le principal pouvoir. Il devient Ra, le roi, et Phare, le père, représentant Ouden, le soleil, et ainsi se fait appeler Phare Ra Ouden, et instaure le culte de Asernas Moon Ra Amon Ra, Ra qui à présent dans son système est le soleil. Pharaouden a énormément de savoir et crée une écriture sur le principe des runes. Il fait aussi construire ses centres, Mid, dédiés à l'astrologie, l'observation du système solaire, Ra, soleil, lune, étoile, et toutes les mathématiques liées à ces études se trouvent incluses dans ces pyramides ou pyramides. De même que Q, le serpent, est associé au sexe de l'homme, ainsi Pu est en relation avec le sexe de la femme et aussi les mathématiques, apanage des femmes, Quinna, qui pratiquent l'astrologie et savent tout au sujet des maths. Il développe ainsi son système, malgré tout assez proche de l'original, rassemble le peuple sur les rives du fleuve sacré appelé alors Ahura, pour faire croître ses graines et cultiver ce coton, ce lin, L-I-N, donnant un nom nouveau au fleuve, le Nil, N-I-L. À peu près 3800 ans auparavant, à nouveau, un des cadets de Bok quitte Oudenma et prend le chemin de l'Est, emportant avec lui plein d'animaux domestiques, de graines, de plantes arctiques et de savoir. Il va en Asie du Sud-Est, en Hindistan. C'est un géant blond aux yeux bleus qui a apporté toutes ces plantes et ces animaux jusqu'alors inconnus dans la région, un esprit supérieur par la connaissance des sons des langages, des histoires du futur venant de Oudenma. Et lorsqu'on lui demande d'où viennent ces informations, il répond qu'il les tient de la vache qui devient immédiatement sacrée. Il crée aussi une écriture appelée San qui signifie vrai, Script qui signifie écriture, Sanskrit, gardant malgré tout le principe des runes relativement intact. Il se présente comme étant la lumière, Chris, du savoir, N, des Aser, A, Krishna, Kri-Es-Na, Krishna. Nom emprunté à cette histoire du futur, Christina, qui ne devait absolument pas être révélée avant 1984. Mais il devance de 3800 ans cette prévision, voulant être celui qui donne la liberté au peuple de se mélanger. Il détruit le système de Narkasul, la trinité Sampo Aino Tur, représentée par Rama, Luxman, Sita et Sarasvati. Luxman devient Lakshmi, une espèce de déesse à 4 bras avec de l'or coulant sans cesse de sa main gauche, le luxe, et Sarasvati est mise de côté sous forme d'une représentation secondaire de l'enseignement. Il instaure la parité qu'il représente avec sa compagne Radha, le jour de Ra, exemple du couple où toute femme peut être avec ou peut choisir n'importe quel homme. À partir de ce moment-là, les femmes Gati ne choisissent plus l'homme Kar dans un festival, les femmes Kar cessent de faire des enfants avec les Rajas, mais à présent les Gati se reproduisent entre eux, les Kar s'accouplent avec les Kar, les Rajas avec les Rajas, et les Maharajas font eux-mêmes leurs descendants, et ainsi tout le système de création d'une race, une famille, s'effondre, remplacé par les castes, ordre social caractérisé par son esprit exclusif. La relation familiale est détruite, car maintenant, moi, Kar, m'accouple avec une femme de ma caste, et qu'ai-je à voir avec toi, homme Gati? Bien sûr, je suis de la caste au-dessus et donc supérieur, et je ne partage pas avec des étrangers à ma famille, à ma caste. Ainsi se développe un genre différent de rapports humains entre personnes d'un même peuple. Rabi et Sienare, enfants de Narkasul, n'ont plus leur place dans le système et décident de partir. Ils savent qu'en Égypte, Pharaouden utilise toujours l'organisation originelle des classes, bien qu'il ait changé l'information, nommant les choses d'une autre manière. Ils prennent donc le chemin de l'Égypte via Kar-Avan.
Laissons là les rabbis et les siénarés sur le chemin du royaume d'Égypte, à la recherche d'une terre d'accueil, où ils espèrent être inclus et y retrouver une place correspondante aux fonctions qui étaient les leurs du temps de Narkassoul en Hindistan. Là-bas, Krishna a révolutionné l'ancienne organisation de la société en introduisant le système du couple, le mariage, et une croyance fondée sur des récits fabuleux, écrits lettres noires sur papier blanc. Mahabharata, Bhagavad Gita et autres récits fantastiques et contes philosophiques, créés de toutes pièces, sont destinés à modifier le mode de pensée commun, renverser les paradigmes, transmuer une famille unie fondée sur le réel et le pratique en une société d'individus actant dans l'imaginaire et le symbolique. Cela marque la fin de la préhistoire, une ère qui a commencé il y a 10 041 ans auparavant. Le 24 juillet de cette année-là a débuté la destruction de Oudenma. Population, animaux, plantes écrasées par des milliers de tonnes de glace, nature balayée, sol poli jusqu'au granit. La civilisation Aser qui vivait là au temps d'Atlantis est effacée. Seuls 30 d'entre eux échappent à l'anéantissement, car ils sont allés de Oudenma à l'île de Bokland. Ce groupe, issu de Pirouette, composé de Raphaël, Sarah, leurs 7 filles et leurs 7 garçons, avec leurs amis intimes, 7 Tours et 7 Toura, se mettent à l'abri dans les grottes de Lumelunda. Avec les animaux domestiques dont ils ont pris soin durant Atlantis, ainsi que les plantes développées à Oudenma. Ils ont aussi pris une pousse de Yggdrasil, le frêne, planté par Frey et Freya à l'aube de l'humanité. Par contre, comme disait Ior en plaisantant, si les mammouths n'ont pas survécu à l'âge de glace, c'est parce qu'ils n'entraient pas dans les bateaux. Ils vivent donc là, dans ces grottes, lorsque les montagnes de glace s'effondrent, bouleversant la topographie de la Scandinavie. 3 mois plus tard, le cataclysme calmé, ils sortent des grottes et, à ce moment-là, recréent la famille de 7 filles et 12 garçons. Le premier fils, Ers, c'est Po, le roi. La première fille, Maia, la reine. Le 12e fils, à 27 ans, reçoit le titre de Balder Lemminkainen. Et Raphaël prend sa retraite et le titre de Gubben Noa. Ce titre sera utilisé jusqu'au retour à Oudenma. Ce petit groupe d'Aser a, comme au premier temps, une nécessité absolue, celle de croître et se multiplier. Pour cela, il réinstaure le système originel. Balder crée la classe de Rouset avec les Disa, puis les rabbis créent les jarls les carls et les carls les trelles, comme au bon vieux temps. Une seule famille en 5 classes, 5 générations. Ils ont face à eux un sérieux challenge, celui de repeupler, sinon la terre entière, au moins toute cette zone nord du globe, fraîchement découverte de son manteau de neige. Ces régions désertiques
d'où la nature a été exclue pendant si longtemps. Il faut reconstituer le sol, y faire pousser la terre, que les graines trouvent un terreau acceptable pour y germer et développer un feuillage avec le soleil et l'eau, qu'elles le perdent créant un peu de terre en plus, et ainsi de suite, petit à petit. Tout doucement, la végétation reprendra sa place et le lieu se couvrira de forêts profondes. Alors, un nouveau phénomène apparaît, un nouveau concept, celui de la tribu. Un ensemble de Vaaner, composé de Jarl, Karl et Trail, accompagnés de leur père, ou grand-père ou aïeul, un rabbi, qui prend alors le titre de Landshövding. Son fils sera le prochain procréateur de la tribu et prendra le titre de Stamhövding. Et c'est ce dernier titre qui restera par la suite. Bien avant les troupes de Sven et Dan, ces groupes partent avec bétail, basse-cour, graines et plantes, répandre l'agriculture, replanter les forêts de place en place. Certains vont vers l'ouest, Öland, puis la Suède, dans cette région appelée Götaland ou Goti, jusqu'à Göteborg. Ces tribus issues de Gotland sont appelées Goths et amènent avec eux agriculture, leur culte et une nouvelle culture, gothique. D'autres vont vers le sud et s'établissent dans différentes régions le long de la côte atlantique, en Normandie, en Angleterre, en Bretagne, aux Pays Basques, en Afrique du Nord et jusqu'aux Canaries. D'autres encore prennent la direction de la Méditerranée, s'installant en Saxland, Switzerland, et jusqu'au nord de l'Italie où une tribu issue de Rus-et se fait connaître comme représentant la clé qui, de Rus-et, est Rus qui, les Étrusques. Des tribus sont allées reboiser l'Est, de Rusland jusqu'en Alaska et au-delà. Tout cela s'est déroulé au cours des premiers millénaires de la préhistoire. Il a fallu du temps pour régénérer, reverdir, rendre habitables ces zones arctiques constituées principalement du socle granitique. Au début, ils ont surtout planté des pins, un arbre qui peut pousser sans terreau, dont les racines trouvent leur voie dans les moindres interstices de la roche et peuvent pénétrer même le plus dur des granites. Cet arbre s'appelle gran en route, gran, et il mange it, le granit. Granit, granit. Ces aiguilles tombent tout au long de l'année, et avec l'eau et le temps, créent un terrain favorable à d'autres espèces. Et peu à peu, cette terre a formé des vallées de verdure, des prairies, des forêts. Une des méthodes utilisées par ces pionniers s'appelait Svedjebruk. Ils plantaient des arbres qui devenaient forêts. Ils revenaient quelque temps plus tard, brûlaient une partie de la forêt et semaient blé, avoine, seigle et orge dans les cendres. Après plusieurs récoltes, ils replantaient des arbres
pain, boulot, chêne, et aller ailleurs y faire la même chose. Pain, boulot poussent vite, ne vivent pas longtemps, et à leur mort produisent un bon humus. Le bouleau avait beaucoup d'usages en ces temps-là. Sa sève est nourrissante. Son écorce était transformée en vêtements et en divers objets pour la maison. Son bois, tendre, utilisé en menuiserie, faisait de bons sabots et autres ustensiles. Ses feuilles pouvaient être appréciées en tisane. Le chêne, lui, protégeait la forêt et aussi nourrissait les cochons avec ses fameux glands. Cette pratique agricole particulière a existé en de multiples endroits jusqu'au Moyen Âge, au moins jusqu'à ce que l'épaisseur de terre soit suffisante. Cette méthode appelée Svedjebruk en route, slash and burn en anglais, a deux dénominations en français, culture sur brûlis ou agriculture itinérante. Elle est encore pratiquée de nos jours dans l'est de la Russie et ailleurs. Depuis ce résumé de 1991, la saga s'est étoffée, complétée, développée, apportant précision et quelques corrections sur des malentendus ou mal interprétés. Ainsi, la préhistoire commence par le Ragnarök qui balaie Oudenma et toute nature existant dans ces régions. Il laisse un paysage nu et désolé. La glace, en fondant, crée lacs et rivières, étangs et marais, ruisseaux, torrents, fleuves. L'eau est partout, seule vie, seul mouvement dans un monde inerte. C'est Orike, l'empire de l'eau. Les Acers sont à Bockland, mais ils mènent des expéditions vers le nord, à présent dégagés des glaces. Ils vont par la mer, les fleuves, les rivières et les lacs, planter des arbres, en commençant par le fameux Gran. Peu à peu, la verdure réapparaît, de la terre est créée, et il devient possible d'y développer l'agriculture. Alors s'étend Ingrike, le règne de la végétation. Au bout de 997 années passées sur Bockland, les Acers décident de se préparer à rentrer à Oudenma et envoient une équipe construire Raasepuri. Cette bâtisse, qui sera en été un lieu de gouvernance pour Ers, Seppo et Maya, roi et reine, et résidence d'hivernage pour toute la famille Bock. Ils le construisent sur l'île de Pers, où se trouvait jadis le palais de Seppo et Maya, avant le premier Ragnarök. À cette époque, ils ne construisaient pas, mais s'adaptaient et modelaient leur environnement selon les normes de la nature. Le palais du temps de Paradis est décrit par le terme Lövsal, faisant référence à un lieu parmi les feuillages, un espace de verdure, de feuilles, de plantes et d'arbres. Raasepuri, lui, est construit en pierre, mais par respect et bon sens, il ne touchait pas le socle granitique. Il ne coupait pas la pierre, ne la taillait pas. Ils utilisaient les pierres telles qu'ils les trouvaient dans la nature. C'est pourquoi Raasepuri et les bâtiments les plus anciens sont construits en pierre ronde, ajustés par leur forme et assemblés
avec un mortier. Ils sont donc partis reconstruire Arasepuri, et 3 ans plus tard, tout est prêt, et Pirouette retourne à Uudenmaan s'installer dans l'archipel du golfe de Finlande, constitué de dizaines de milliers d'îles, et y rétablir le système païen tel qu'il existait du temps du paradis, depuis Oudens, et de là, Eurike, le royaume insulaire, étend son influence. Aurike, Ingrike et Eurike sont aussi 3 périodes, 3 passages d'un état à un autre, 3 étapes de redéploiement de la culture As. Ces moments correspondent au sens des 3 derniers sons de l'Alfarnas Beten, soit O, E, E. O, la formation des rivières. E, le développement de l'agriculture. E, le retour à Oudens. O, l'eau qui permet circulation, mouvement, source de vie. Ing, l'avènement des prairies, des champs, des forêts, l'expansion de la végétation. L'île, centre de l'organisation de la culture Aser, qui a vu le jour dans Sul-Erna, les îles du soleil, pour rayonner et s'épanouir sur toute la planète. C'est au moment du retour de la famille à Uudenmaan que 2 fils, Sven et Dan, sortent du cercle Pirouette pour aller fonder leur propre famille, Linga et Paul et. Ils vont dans des contrées, Suède et Danemark, déjà peuplées de Vaner, parlant la langue vane. Ces derniers vont être graduellement absorbés, sinon repoussés à la lisière de ces régions, remplacés par ces nouveaux arrivants, tribus de Sven ou de Dan, parlant la langue route, et qui ont renié leur famille originelle. C'est aussi au moment où Pirouette quitte Bokland que cette île prend le nom de Gotland, et que Guben Noa reprend le titre de Bokenval Guben Per, ou plus simplement Gubbe. Arrivés à Uudenmaan, ils reprennent donc les us et coutumes d'antan et créent à nouveau des Ringland et Ringland et Ringland à travers l'Europe et Rusland. La saga ne dit pas pourquoi a eu lieu la création de tribus, mais on peut en comprendre certains aspects. D'abord, devant l'ampleur de la tâche que représente le reboisement de l'Europe et de Rusland jusqu'en Alaska, le déploiement de tribus à travers ces territoires permettait une progression plus étalée et bien plus rapide que par la création progressive de Ringland à partir de Uudenmaan. De plus, il aurait fallu attendre 1000 ans avant de commencer. D'autre part, un élément à ne pas négliger, et dont les Aser étaient conscients, c'est la fonte des neiges et le fait qu'elle s'est produite progressivement, bien avant le Ragnarök, et que les habitants des royaumes du Sud ont commencé à venir s'installer dans ces zones à présent découvertes, libérées des glaces. Il était donc important de peupler le continent nord assez rapidement, ce qu'ils ont fait. Jusqu'au moment où ces nouveaux Vaner, de type arctique, ont rencontré les anciens Vaner, tropicaux. Là ont commencé toutes sortes d'événements, d'échanges, de partages, de fusions et de confusions
au fil des millénaires. En Chine, le mélange de ces nomades blancs avec la population de Kina crée les Mongols, au nord d'un mur construit pour limiter cela et protéger l'intégrité de la famille de Peking. Du mix entre les Vaners du nord et ceux d'Indistan sont nés les Tatars, et de la rencontre des tribus goths et des membres de Sultan, de Turquie, sont apparus les Slaves. Ces tribus goths apportaient avec elles toutes sortes de connaissances, de techniques, d'outils développés durant Atlantis. Ils les ont transmises aux Vaners des royaumes du Sud. Ils leur ont montré comment extraire le métal de la pierre et l'art d'allier les métaux de telle manière que ce matériau ne rouillera pas, restera solide et sera aussi beau que de l'or. Ils ont partagé avec eux leur savoir du domaine de l'agriculture et du fermage et leur ont enseigné toutes sortes de technologies qu'ils utilisaient alors en architecture, textile et tissage, fabrication diverses, mathématiques, astrologie et divination, et bien d'autres savoirs. La saga donne beaucoup d'éléments sur cette préhistoire, des indications et des indices de ces temps dont on découvre à travers la planète des traces de civilisation, des vestiges, des constructions, des traditions, chaque jour un peu plus évidentes à corréler. Ce récit est la saga d'une famille. Elle n'explique pas tout, n'a pas réponse à tout ce qui concerne le monde. Elle apporte des clés, par les sons des langages, par les systèmes établis dans leur société, par les liens dans la symbolique pratiquée. En prenant en compte ces informations, en regardant l'histoire passer à travers le filtre de la saga, historiens, ethnologues, archéologues et autres chercheurs des temps anciens pourraient découvrir une autre vision des tribulations de l'humanité. Ils y verraient peut-être une régression progressive des qualités de l'espèce, étape par étape, de génération en génération. Une chute de plus en plus rapide dans un abîme d'ignorance et de confusion mentale, psychique et spirituelle. Aujourd'hui, nous évoluons, ou tentons d'évoluer, dans un monde où tout est à l'envers. L'inversion est partout, omniprésente dans les relations sociales, les modes d'éducation, les pratiques alimentaires, les relations familiales, les méthodes d'hygiène et de santé, le rapport au sexe, la notion de justice, l'amour de ses semblables, les méthodes utilisées pour l'agriculture et l'élevage, l'appréhension de la spiritualité. Tout est inversé jusqu'au sens même des mots. Mais cela est un autre sujet. Bom. But 10,008 years ago, Raphael and Sarah, with the 7 daughters and 7 sons, had gone to Bokland. And Bokland is today called Gotland, with Lumelunda Grotto, and inside in Lumelunda, there these people could go with their domestic animal and their seed. And from there start the story about 1,000-year period of when we was living in Gotland and Öland, we Arctical people.